Merci. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis un peu, comment dire, dans une situation un peu difficile parce que je viens d'apprendre le décès d'une personne qui m'était proche, qui est Françoise Héritier, qui était une immense anthropologue et qui était aussi une amie très très proche. Et donc voilà, je suis un peu ému et j'ai un tout petit peu de mal à reprendre le cours. Voilà, je voulais vous parler de biodiversité et de culturodiversité à ma façon, peut-être justement essayer, puisque c'est une table ronde, de poser des questions à mes collègues, parce que si jamais on dit tous la même chose, ça va être ennuyeux. Moi, j'ai toujours pensé que déjà, puisque je vais rebondir sur les derniers mots de Jean-François Silva, les services écosystémiques, c'est intéressant, mais au fond, les services écosystémiques, c'est pas la biodiversité qui les fournit, c'est certains éléments de la biodiversité. Et on peut peut-être dire la même chose des cultures, au fond. Il y a sûrement des cultures qui permettent de favoriser la biodiversité, et puis il y en a d'autres qui font le contraire. Peut-être qu'au fond, on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas, pour reprendre une expression qui avait fait scandale, une certaine hiérarchie dans les cultures, sachant que certaines cultures seraient particulièrement catastrophiques et ravageuses, et il s'agit donc bien sûr de la nôtre comme l'une des pires cultures qui ait jamais existé sur notre planète, à part peut-être les anciens habitants de l'île de Pâques, comme l'a fait remarquer, Jared Diamond. Voilà, justement, ce qui me semble intéressant dans la diversité, que ce soit la biodiversité ou la diversité culturelle, c'est qu'elle permet de la sélection. La biodiversité permet de résoudre des problèmes inattendus grâce au fait que devant une situation nouvelle, certaines formes vont réussir à se maintenir et puis d'autres non. Alors que si on n'avait qu'une seule forme, si on était tombé sur celle qui ne se maintient pas, tout serait parti. Pour les cultures, on peut dire la même chose. Au fond, c'est bien l'idée de Jared Diamond dans son idée sur l'effondrement, c'est que tant qu'il y avait une diversité de cultures, eh bien, celles qui se débrouillaient mal disparaissaient et puis c'était pas grave, les autres reprenaient. Le malheur, c'est qu'on est en train de faire qu'il n'y ait plus qu'une seule culture à l'échelle mondiale. Et du coup, si celle-là se plante, il n'y en aura pas de rechange. Alors du coup, voilà, je ne suis pas sûr qu'il faille respecter toutes les cultures sur un point ou sur un autre, et particulièrement sur les questions de biodiversité. Je pense que, à l'heure actuelle, il existe dans nos sociétés des cultures, des éléments de culture en tout cas, qui sont catastrophiques. Alors ce colloque tombe un peu bien sur ce plan-là. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ça, mais hier il y a eu, avant-hier, il y a eu donc la publication d'un appel de 15 000 et quelques centaines de scientifiques alertant l'ensemble de l'humanité, ça représentait 164 pays si je me souviens bien, alertant l'ensemble de l'humanité sur le fait que la façon dont on gère les questions d'environnement était absolument insuffisante par rapport aux enjeux représentés par ces problèmes d'environnement. Et ça vaut la peine de dire que ça venait de la Union of Concerned Scientists, qui, Jean-François Sylvain et moi, au moins, je sais qu'on était deux à l'avoir signé, je ne sais pas combien il y en a d'autres ici, mais et on avait déjà envoyé un appel en 1992. Alors il y a beaucoup de jeunes ici, et 1992, ça vous dit pas beaucoup à tous, mais si, on a déjà parlé tout à l'heure. Enfin bref, c'était Rio, et donc c'était la première fois au fond qu'il y avait une réunion au niveau de la planète sur les questions planétaires, et un appel comparable avait été lancé à l'époque, qui d'ailleurs parlait de biodiversité, parlait de pauvreté, parlait de changement climatique, et parlait de la couche d'ozone. Et c'est remarquable parce que tout compte fait, pour la couche d'ozone, en gros, on a fait ce qu'il fallait. Voilà. Mais pour le reste, vraiment pas, quoi. Parmi les raisons pour lesquelles on n'a pas fait ce qu'il fallait, il y a le fait qu'au même moment que cette pétition de 1992, une autre pétition a été lancée qui s'appelle l'appel de Heidelberg. Et je vous conseille d'aller le regarder parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes. Il a été signé par énormément de scientifiques, y compris des gens très très bien, qui ne savaient absolument pas ce qu'ils signaient. Aujourd'hui, on sait
Donc l'appel de Heidelberg disait que certes il y avait des questions écologiques difficiles, mais qu'il fallait surtout pas céder à la panique irrationnelle et qu'il fallait absolument reprendre les choses rationnellement, que seule une écologie parfaitement rationnelle et fondée sur la technologie et la science permettrait de sortir l'humanité des mauvais pas dans lesquels elle pourrait se trouver, et que si on freinait le progrès technique, eh bien on irait à l'encontre de tout ce qu'on pouvait espérer. Aujourd'hui on sait que cette pétition avait été donc lancée par les industries de l'amiante. Et oui, hein, parce que donc je vous conseille de lire Les Marchands de doute si vous ne l'avez pas lu. C'est un livre de sociologie qui montre comment les industries du tabac et de l'amiante et puis après du pétrole et puis des biotechnologies aujourd'hui payent les mêmes fondations qui payent très cher des scientifiques pour jeter le doute sur tout ce qui pourrait aller contre les intérêts des industries en question. Voilà un élément de culture que je ne trouve pas acceptable. Et donc, dans la diversité culturelle, eh bien, cet aspect-là me déplaît profondément. Je serais pour l'éradiquer. Oui. Donc moi, je suis pas pour tout garder. Je suis pas mécontent qu'on soit débarrassé du virus de la variole entre nous. Voilà. Je pense qu'il y a aussi bien dans la biodiversité que dans la culturodiversité des choses qui sont vraiment ratées et dont il faut se débarrasser. J'espère qu'on n'en viendra pas un jour à se dire que l'un de ces éléments, c'est carrément l'espèce humaine. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent ça. Et je pense qu'il serait important qu'on arrive à ce que ce soit pas comme ça que ça se passe. Mais à l'heure actuelle, c'est ça la difficulté pour moi, c'est que bien dans cette diversité culturelle, il y a des éléments qui sont parfaitement négatifs. Voilà, parmi les choses qui nous gênent, je pense, dans notre culture, parce que c'est la seule que je connaisse bien, pour comprendre la biodiversité, je voudrais finir sur un point qui m'intéresse beaucoup et dont je me rends compte régulièrement à quel point il est difficile. Eh bien, c'est le fait qu'on apprend la biologie à l'école, d'abord. Avant, ça s'appelait des sciences naturelles, et puis voilà, maintenant ça s'appelle des SVT. C'est un peu moins poétique, hein. On les apprend, en gros, je dirais, sur une base créationniste. En réalité, quand on est petit, on n'entend pas parler de Darwin. On attend d'être grand pour entendre parler de ça. On entend parler de la Genèse. Ça oui, les enfants assez rapidement entendent parler de la Genèse, qu'ils soient croyants ou pas. Adam et Ève, tout le monde connaît bien avant Darwin. Et en réalité, je pense que nos structures mentales se fabriquent quand même plutôt jeunes et qu'on a beaucoup de mal à les changer après. Le résultat, c'est que nous pensons tous création. Et on met de l'évolution par-dessus, une deuxième couche si vous voulez. Mais c'est très insuffisant. Si on avait vraiment compris Darwin, si on avait vraiment compris l'évolution, on n'aurait pas du tout la vision de la biodiversité qu'on a. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors d'abord, quand à l'école on apprend le vivant, on apprend qu'il y a des espèces. C'est une des premières choses dont on entend parler. Et les espèces, on apprend par cœur une définition. Un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux et pas avec les autres. Tout biologiste sait que cette définition ne fonctionne pas. Alors, quand j'avais pas envie de mettre des photos, parce que dans les tables rondes, moi je préfère pas faire des exposés trop formels, mais je pourrais vous dire que, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, on a découvert que les lions et les tigres faisaient des petits ensemble, et c'est remarquable parce que, à l'époque, je me souviens, tout le monde a dit, ah oui, mais ces petits vont être stériles. Pas de peau, ils sont pas stériles. Ah, c'est triste, hein. On a la deuxième génération. Bon. Est-ce qu'on va dire du coup que les lions et les tigres sont la même espèce ? Mais ça n'a aucun sens. Bien sûr que non. On s'en fout qu'ils fassent des petits ensemble. C'est pas ça la définition d'une espèce. Une espèce, c'est dans l'arbre du vivant, une fois qu'on a compris qu'on est dans un processus évolutif, et bien dans l'arbre du vivant, une espèce, c'est un rameau qui s'est suffisamment détaché des autres pour qu'on ait envie de lui donner une forte individualité, point barre. Quand on a dit aux profs de secondaire que c'était comme ça qu'il fallait définir l'espèce, on a failli se faire lâcher avec Guillaume Lecointre. Parce que vous comprenez, ça obligerait ces pauvres enseignants à parler d'évolution aux enfants. C'est tellement plus facile de leur parler d'un monde figé. Seulement le résultat, c'est que tout le monde pense avec une espèce d'idée comme ça d'un paradis terrestre perdu, et puis du fait qu'on est en train de perdre les espèces, voilà, il y avait une création et puis on perd la création.
Alors évidemment, les gens disent pas ça comme ça. Ils disent pas la création. Enfin, ça dépend. Hein. Vous savez que François Hollande, quand il est venu inaugurer un truc au muséum l'autre fois, a parlé de la création, mais c'était juste, voilà, il n'avait pas fait gaffe, quoi. Mais les gens vont simplement remplacer le mot créateur par le mot évolution. Hein, ils vont dire, au lieu de dire le créateur a créé les espèces, on dit l'évolution a créé les espèces. Et puis on croit que c'est bon. Eh ben non, l'évolution n'a pas créé les espèces. Parce que l'évolution crée tous les jours des choses nouvelles. On n'est pas dans un processus évolutif qui serait terminé, puis maintenant ça y est. Donc il n'y a pas à conserver un monde tel quel, puisque le monde ne se conserve pas, puisqu'il évolue tout le temps. L'idée d'une conservation en l'état de la biodiversité est un défaut lié à cette vision de la genèse de notre société et à cette pensée fixiste, qui nous est inculquée dès le plus jeune âge. Quand je discutais avec les inspecteurs généraux de ce genre de choses, parce que ce qui est drôle, c'est que il y a une phrase qui a été répétée par beaucoup de monde, qui a été sortie par un évolutionniste américain, enfin d'origine soviétique, enfin ukrainienne, qui s'appelait Théodosius Dobzhansky. Il a dit « Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. » C'est évident, puisque tout ça, c'est issu de ce processus d'évolution. Eh bien, je m'amusais souvent, quand je faisais des exposés aux inspecteurs généraux de SVT, de leur dire, vous voyez, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on enseigne la biologie de façon insensée, si vous êtes d'accord avec cette phrase. Puisque rien en biologie n'est présenté à la lumière de l'évolution dans l'enseignement des SVT. Alors ils me disent, oui, mais il faut quand même respecter un certain ordre historique. Alors je leur dis, c'est ça. Vous allez apprendre aux enfants au CP que la Terre est plate. En troisième, vous leur direz qu'elle est un peu bombée. Et puis pour ceux qui feront S, ils apprendront qu'elle est ronde. Vous verrez le résultat. Parce que c'est pas facile d'intégrer l'idée que la Terre est ronde. Quelqu'un qui a jamais pensé ça, au début, quand on a raconté aux gens que la Terre était ronde, après leur avoir fait croire pendant longtemps qu'elle était plate, bien sûr, le problème dès le départ, c'est de se dire, mais il y a des mecs de l'autre côté avec les pieds en bas, enfin en l'air, quoi. Comment ils tiennent? Alors, et quand vous racontez à un enfant que la Terre est ronde, ça marche, c'est pareil. Hein. Souvent, il y a un enfant qui va vous dire, mais le mec de l'autre côté, là, comment ça se passe pour lui? Alors, on lui dit, non, mais ça tient quand même, bon. Et ce qu'il y a de bien avec les enfants, c'est que c'est des éponges, les enfants. Ils l'acceptent, et au bout d'un moment, c'est établi, la Terre est ronde, et puis voilà. Alors, il y a quelquefois, grâce aux religions, on arrive à avoir un retour en arrière intellectuel extraordinaire, et donc le mouvement de la Terre plate est en train de reprendre du poil de la bête. Je vous préviens que mes collègues physiciens sont furieux, parce qu'il y a de plus en plus de types qui croient que la Terre est plate actuellement sur le web. Moi, je suis super content. Je leur dis, on va être ensemble contre ces mecs-là, au lieu qu'on soit nous tout seuls avec nos créationnistes. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, je voudrais vous dire que c'est un problème qu'on a tous, parce que moi, comme vous, on a été éduqués dans cette vision d'un monde figé. Et je pense que ça nous handicape considérablement pour comprendre la biodiversité. Dans l'origine des espèces, Darwin insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de notion objective d'espèce. Les espèces, c'est quelque chose... Bien sûr, il y a des rameaux différents dans l'arbre, mais à savoir si on appelle ça des variétés, des sous-espèces, des espèces, ça c'est complètement arbitraire. Il dit même dans la conclusion de son livre que le jour où on aura complètement compris sa théorie, eh bien les systématiciens arrêteront de se pouiller pour savoir si un truc est une sous-espèce ou une espèce. Eh ben, ça prouve qu'on n'a toujours pas compris sa théorie parce qu'il continue. Donc, évidemment, montrer ce monde figé, c'est catastrophique. Ça a des effets à des échelles que je trouve extraordinaires. Parce que non seulement on voit la biodiversité comme figée, mais cette deuxième partie de la biodiversité dont il a déjà été fait état, qui est la diversité des plantes cultivées, c'est pareil. On sait tous que c'est le travail des paysans du néolithique jusqu'au début du XXe siècle qui a produit la diversité des plantes cultivées. C'est grâce au fait que chaque agriculteur ressemait ses semences avec ses propres critères dans l'écologie de ses champs, que chaque lot de semences avait une certaine spécificité et que sur l'ensemble des plantes cultivées, il y avait une grande diversité. Eh bien, si jamais, moi je suis arrivé dans cette maison à l'agro comme enseignant à la fin des années 70, à l'époque, le leitmotiv c'était il faut freiner l'érosion des ressources génétiques. Freiner l'érosion des ressources génétiques. Vous voyez, c'est un truc extraordinaire. Ça veut dire que les ressources génétiques sont
quelque chose comme du pétrole, si vous voulez, hein, qui sont là dans le sol, et puis il faut freiner l'érosion. L'idée, et je me disais, mais c'est quand même incroyable le manque d'ambition de ces agronomes. Vous vous rendez compte? On a l'impression d'être les rois du monde, d'avoir tout compris, et on est en train de se demander comment freiner l'érosion d'un truc qui a été fabriqué par des paysans infiniment moins cultivés que nous, sur le plan scientifique. On aurait dû, la question normale, ça n'aurait pas été comment freiner l'érosion des ressources génétiques, ça aurait été comment remettre en œuvre un processus qui produit des ressources génétiques. C'est pas compliqué, ça. Et alors j'ai mis 30 ans avant de comprendre qu'effectivement ça existait, qu'il y avait semences paysannes, etc., qu'il y avait des méthodes qui permettaient de refabriquer des ressources génétiques, mais que effectivement c'était contraire à notre intérêt économique, mais surtout que pour beaucoup d'agronomes, avec leur vision créationniste, eh ben, ils ne voyaient pas. Ils voyaient aussi bien les ressources génétiques que l'ensemble de la biodiversité comme une espèce de truc donné par la Genèse et qu'il s'agirait de conserver. Et le plus bel exemple, évidemment, c'est la conservation dans un frigo souterrain en Norvège de toutes les ressources génétiques de la planète qu'on peut sauver, c'est-à-dire presque rien par rapport à ce qui existait il n'y a pas longtemps encore, mais à l'état statique. Alors voilà, moi je pense que la biodiversité c'est quelque chose qui bouge tout le temps, que ce qu'on est en train d'observer, c'est pas le fait que les formes créées une fois pour toutes s'éteignent les unes après les autres. D'ailleurs, pour le moment, les extinctions sont pas encore monstrueuses, c'est plutôt les effectifs qui baissent à toute vitesse. Mais c'est le fait qu'on a une dynamique de la biodiversité qui est faite d'apparitions constantes de formes nouvelles dont beaucoup vont s'éteindre, mais d'autres vont trouver leur voie et vont se maintenir, et puis voilà. Et donc c'est cet équilibre dynamique entre les extinctions de certaines lignées et la réussite des autres, et la divergence des lignées qui constitue la base même de la biodiversité. Le jour où on aura compris ça, on aura compris que conserver la biodiversité, ce n'est pas conserver un état, c'est conserver une dynamique. Et ça n'est pas du tout la même chose. Et effectivement, on a au moins réussi à faire valoir un petit peu ça quand on a réussi à dire qu'il ne fallait pas se contenter de réserves, mais qu'il fallait mettre en place des trames, les trames vertes et bleues dans le Grenelle. C'est d'ailleurs aussi écrit dans le texte signé par les 15 000 en question, puisqu'il est dit qu'il faut mettre en place des réserves connectées les unes avec les autres. L'idée étant bien de remettre en œuvre une dynamique et non pas simplement de conserver les choses. Donc voilà, je pense que je ne vais pas être plus long que ça. J'espère qu'on aura l'occasion de débattre. Je voudrais vous dire que pour moi, que ce soit d'ailleurs les cultures ou la biodiversité, à la limite, je dirais, rien n'est indispensable. Aucune forme n'est indispensable. Vous avez le droit d'aimer les pandas et de vouloir les conserver si ça vous plaît. Moi, j'ai rien contre. Mais ça n'a rien à voir avec la conservation de la biodiversité. Hein? Aucune forme n'est indispensable. Ce qui est essentiel, c'est la dynamique du système. Et dans les cultures, c'est un peu la même chose. Il y a des cultures, à mon avis, dont j'espère qu'elles vont, hein, comme la culture de l'appel de Heidelberg, j'espère que ça sera appelé à disparaître, mais que c'est la dynamique des cultures, aussi bien que la dynamique de la biodiversité, qu'il s'agit de conserver, et croire qu'on va conserver une dynamique en la figeant, c'est une grave erreur. Hein. L'exemple que je donne souvent, hein, c'est de dire que si vous voulez des exemples intuitifs d'équilibre dynamique, eh bien pensez à votre corps. Hein. Votre corps est en équilibre dynamique avec son environnement, c'est-à-dire qu'on mange, on excrète, on respire, et c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. Hein. Imaginez quelqu'un qui vous dise « je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo hein. », vous ne seriez pas d'accord. Voilà, parce que c'est ça l'erreur quand on croit qu'on veut garder un état alors qu'en fait on veut garder une dynamique. Et donc c'est exactement ça que j'espère qu'on ne fera pas, malgré notre culture créationniste. J'espère qu'on arrivera à mettre en œuvre des méthodes qui conservent aussi bien la biodiversité que la culturodiversité dans un cadre dynamique, et ça va nous demander du boulot intellectuel et concret. Merci.